Bonsoir à toutes et à tous, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jacques Deschamps, qui est philosophe, notamment professeur au lycée puis À l'école normale supérieure de Lyon. de Lyon. Bienvenue ce soir, et on va parler particulièrement d'un livre que tu viens de publier, qui s'appelle Éloge de l'émeute, au lien qui libère. Ouais. Et donc l'idée ce soir, c'est de s'entretenir sur la signification politique de l'émeute, ce que ça dit aussi des aspirations sociales et politiques que les uns et les autres peuvent avoir. Mais peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, une question qui pourrait, très, très brièvement, mais finalement au fond, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet-là, qui est finalement au fond un sujet assez un peu au bord du politique, même si c'est parfois aussi le débordement de la scène politique. Alors, c'est un ensemble de facteurs, souvent, puis qui, à un moment donné, se prennent les uns aux autres. Il y a dit très rapidement, du point de vue, moi, de mon travail philosophique, ça fait longtemps que je travaille sur la question du corps, dans l'espace. Voilà, à toute une série de niveaux, au niveau des sciences cognitives, enfin, voilà. Et donc j'avais déjà ce truc, moi, avec des grilles, un peu de lecture, d'analyse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une exaspération qui est venue. Ce livre, je l'ai écrit entre l'été 21 et l'été 22, puis ensuite, la fin de l'année 22, c'était la mise au point du manuscrit. Donc c'était avant tous ces événements. Mais j'ai eu une exaspération, vraiment, qui est montée progressivement, de voir comment une espèce de tabou a été mis sur la question de la violence. C'est-à-dire qu'on peut la nommer, mais on ne peut rien faire d'autre aussitôt que de la condamner. C'est flagrant, la scène se répète tous les soirs dans les chaînes d'infos continues, quand il y a un syndicaliste, un responsable politique, on a toujours cette formule, mais vous condamnez la violence, voilà. Et hop, ça s'arrête là. Et si on ne condamne pas, s'il y a la moindre tentative, voir les histoires qui sont arrivées dernièrement à tel ou tel responsable politique de gauche, s'il y a la moindre tentative de commencer à esquisser un petit discours là-dessus, alors là, c'est le déchaînement. Tabou, donc. Et ce qui est risible, c'est qu'en général, sur ces chaînes, pendant tout le journal qui va suivre, on va parler que de la violence du monde. Voilà. Alors ça, c'était la deuxième raison. La troisième, très personnelle, très subjective, de toute façon, dans ce livre, il y a beaucoup de ma subjectivité, c'est précisément des expériences dans les manifestations, dans des situations de type émeutière, et des expériences qui ont à voir avec un certain nombre de sensations très particulières, que j'essayais de comprendre un peu, au regard, en employant mes catégories philosophiques, etc., mais que j'arrivais pas vraiment à élucider, et voilà, qui m'ont amené à réfléchir à ce truc. Alors, au début, il était question de la violence, mais la violence, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Il y a la violence contre les femmes, sur les enfants, la violence des banlieues, la guerre. Et puis donc, comme il y avait la contrainte du format, j'étais amené progressivement à resserrer la focale sur ce type-là de violence sociale très particulier, très singulier, qui est l'émeute. C'est pour ça qu'une part de mon travail au début, c'est de dire ce que j'entends par là et en quoi je pense que c'est très particulier, très singulier, que ça ne se confond pas avec beaucoup d'autres événements sociaux violents. Donc voilà comment j'ai été amené à... Ouais. Alors bon, là ces derniers temps, évidemment, la question émeutière est un peu au centre de l'actualité, avec toujours un peu toujours cette même question, mais qui sont-ils, etc. Donc, on va pas se demander qui sont-ils, mais on va plutôt se demander finalement au fond ce que ça traduit peut-être de l'état de notre présent, quoi. Et vous venez de parler d'atmosphère. Effectivement, il y a une atmosphère qui est très contrastée, une atmosphère de joie, de nervosité aussi, de colère, bien sûr, de peur. Il y a vraiment des affects très contradictoires qui peuvent se jouer dans une émeute. J'ai envie de poser une question qui est peut-être pas si simple, mais qu'est-ce que ça vient traduire notre temps, cette multiplication des pratiques émeutières, et peut-être aussi l'état général Alors, d'un certain point de vue, c'est peut-être la thèse générale que moi j'ai essayé de défendre tout au long de ce livre, c'est que pour comprendre ce phénomène de l'émeute, en partant de l'idée que pour moi, au regard de la façon que j'ai de définir ce phénomène particulier, on n'a eu que 2 occurrences dans l'histoire récente de situations vraiment émeutières. C'est les émeutes des banlieues, d'ailleurs dites émeutes des banlieues, alors je ne sais jamais si c'est 2003-2005, mais qui serait en elle-même le sujet d'une étude parce que c'est compliqué, de la question ethnique, de la culture des enfants de l'immigration. Et puis l'autre, je pense que vous imaginez bien quelle elle est, c'est les Gilets jaunes, qui ont vraiment
dans le phénomène gilet jaune, on a eu quelque chose de l'ordre de l'émeute. Alors, pour définir ça, moi j'ai procédé de façon assez simple, j'ai essayé de remettre ça en perspective dans l'histoire. Et en gros, la thèse que je défends, voilà, et c'est une façon déjà de répondre à la question que tu m'as posée, il y en a d'autres, mais c'est que si on remonte, en gros, au début de la longue séquence historique qui a fabriqué le système dans lequel on est, à la fois économique, le capitalisme, hein, et puis les économiques, certains types de systèmes économiques, le libéralisme, néolibéralisme. Cette séquence qui commence au XVe siècle, avec les grandes émeutes paysannes, avec la question de la véritable guerre civile en Angleterre, quand il y a eu la privatisation des terres communes, qui était le cœur des vieilles pratiques paysannes ancestrales, et dont tout le monde se satisfaisait, les petits seigneurs comme les paysans. C'était une économie de subsistance, mais qui tournait. Eh bien, ça a été le premier moment de la privatisation. Et d'un certain point de vue, toute l'histoire, en tout cas la nôtre, celle de l'Occident, voilà, toute l'histoire du XVe siècle à aujourd'hui, c'est l'histoire d'un phénomène que moi j'appelle, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs, progressivement la privatisation de tout. Privatisation d'abord des terres, privatisation, si je fais des grands bonds dans l'histoire, des produits du travail. Maintenant, on voit bien, privatisation, ça veut dire quelque chose quand même. Privatisation de tout, et qui donc s'est accompagnée par les oligarchies. Moi, j'emploie ces termes, hein, dominant, dominé, je ne parle pas de classe, de tout ça, parce que ce n'est pas un livre politique, on va y revenir. Mais privatisation de tout, qui a pris une forme sociale très particulière, qui est celle de la guerre civile. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette thèse. Elle est amplement, je m'excuse, je ne vais pas faire trop de références philosophiques, mais celle-ci, elle est incontournable. Elle est largement développée dans les cours de Michel Foucault au Collège de France. C'est l'histoire d'une longue guerre civile entre les dominants et les dominés. Mais, y compris si on prend le XXe siècle, ces grands événements des guerres mondiales, dont on pourrait se dire, mais bon, attends, si, c'est des formes d'une longue guerre civile interminable, au bout de laquelle, et ça c'est ma thèse, et qui justifie pour moi ce que je pense être l'actualité, quand, je ne sais pas, demain, après-demain, dans 3 ans, je ne sais pas, mais l'actualité de l'émeute, c'est qu'on est au bout de ce processus. D'accord ? Et donc, cette atmosphère dont tu parles, qui est porteuse des germes qui, à un moment donné, vont certainement se mettre à foisonner, je pense qu'elle parle de ça, parce qu'on est au bout de ce long processus, parce que tous les systèmes dans l'histoire se développent, là encore il y a plein de références philosophiques là derrière, ils se développent, et lorsqu'ils arrivent au bout de leur formation, lorsqu'ils sont achevés, complets, rappelez-vous l'embrouille sur la fin de l'histoire, le truc là de Fukuyama, donc lorsqu'on est au bout de ce processus, il n'y a plus que le négatif qui apparaît. Le capitalisme a été un facteur de progrès, objectivement, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas occidentale. Indéniable, mais ce temps-là est totalement révolu. Tout ce qui est produit maintenant n'est que du négatif. Et donc, ce négatif appelle, mais de façon presque mécanique, ça dépend même pas d'un certain point de vue de la volonté des gens ou de je sais pas quoi, appelle de façon presque mécanique une réaction extrêmement violente qui, pour moi, est une réaction d'autodéfense, de survie. Et alors, et je termine rapidement parce que j'aurais dit l'essentiel, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans la situation qu'on vit aujourd'hui ? Vous le savez tous. Je voyais encore le titre du Monde, la manchette là en venant, que le réchauffement de la croûte supérieure de l'océan contient de façon potentielle l'équivalent de plusieurs dizaines de, je sais pas, j'ai même pas vu le chiffre, de bombes thermonucléaires. Bon bref, c'est la crise écologique. Ce qu'il y a d'inédit dans le temps qu'on vit, c'est que pour la première fois dans l'histoire, l'humanité est confrontée à la question de sa pérennité. On sait très bien qu'il est parfaitement envisageable que pas dans des siècles, dans les décennies qui viennent, la survie même de l'humanité. Alors, moi, j'allais dire je m'en fous quand même, mais je suis vieux, je verrai pas ça. J'ai des gosses qui ont 20 ans. J'ai une première petite fille adorable qui a 6-7 ans. Eux vont se prendre ça dans la tête. Et eux sont extrêmement conscients de ça. Pour nous, ça reste un peu un truc théorique ou je sais pas quoi. Oui, ça se débat, voire les débats, même chez les écolos sérieux.
Mais donc, on est confronté à cet aspect inédit. Et donc aujourd'hui, la lutte et l'émeute, c'est la figure de cette lutte particulière. Pour la première fois dans l'histoire, les peuples qui se sont affrontés aux oligarchies dominantes tout au long de l'histoire, de façon sanglante, extrêmement violente, en permanence, eh bien les peuples n'ont pas à se battre pour des idéaux, les sans-culottes de 89, liberté, égalité, fraternité. Non, on ne se bat pas pour des idéaux, on doit se battre pour la vie, on doit se battre pour la survie. Et quand l'être humain, comme espèce, l'espèce humaine, espèce vivante, quand l'être humain comme espèce est pris dans cette situation, il est en lui renvoyé à des choses très archaïques, très profondes en termes de comportement. Et dont j'essaye de m'expliquer un peu rapidement dans le livre. Alors, dans le livre, ce qui apparaît assez clairement, c'est aussi de saisir l'expérience subjective de l'émeute. C'est une expérience corporelle, une expérience charnelle du poétique. Et en fait, on s'aperçoit que dans ces réactions d'autodéfense que vous évoquez, le cortège de tête, par exemple, là, ces derniers temps, en tout cas, pendant la réforme des retraites, se fait absolument immense. Et en même temps, dans ce cortège de tête, on trouve toutes sortes de personnes très hétérogènes, dont finalement, au fond, assez peu participent activement à l'émeute. Mais ils sont là pour autre chose. Voilà, ils seraient là pour quoi, justement ? Je crois précisément qu'ils sont là pour éprouver ce type de sensation très particulière dont je parle. Moi, je les ai toutes faites, là, celle-ci, sauf une, parce qu'elle était trop loin, c'était pas ouvert, enfin, peu importe. J'ai vu progressivement, d'abord, la tête de manifestation augmenter en nombre, et surtout, sa composition se modifier progressivement. Pour le 1er mai, la tête de manifestation avait été jamais aussi importante et il y avait un nombre impressionnant de syndicalistes, par 2, par 3, et qui étaient vraiment avec CGT, CFDT, UNSA, qui étaient là. Alors, j'en ai vu aucun prendre des pierres, caillasser, brûler, enfin casser les abribus, mais le besoin d'être au plus près de la chose qui se passe comme ça. Alors, on pourrait dire, je sais pas, c'est le syndrome du voyeurisme, l'accident d'autoroute, tout le monde regarde le truc. Non, parce que je pense que ce qui s'éprouve là, dans ces situations, c'est, comme je le dis, quelque chose de très profond, l'être humain. Et ce quelque chose concerne notre capacité, et qui est la condition de possibilité du politique en général, c'est-à-dire de vivre en société, de vivre avec les autres, de s'inscrire dans l'histoire. Et cette condition, c'est la capacité de faire corps commun, de sortir en quelque sorte des limites de notre propre corps organique, et de rentrer, c'est ce que j'essaye d'écrire au début du livre, et de rentrer dans cette espèce de grand corps collectif informel, très mouvant, très fluent, parce qu'à ce moment-là, il y a dans ces sensations, c'est ce que moi j'ai fini par élucider, pour moi, mais ça se discute, tout ce que je dis, tout mon bouquin, chaque ligne se discute, je pourrais écrire exactement le contraire de tout ce que j'ai écrit là, mais j'adhère à ça. Ça posera un petit problème, c'est exactement c'est le vieux truc des sophistes, tu sais, c'était l'exercice philosophique, tu prouves quelque chose et tout de suite derrière son contraire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est éprouvé, là, donc, c'est quelque chose qui est fondateur du politique. Et que donc, à mon avis, ce qu'on recherche dans ces situations, dans ces sensations multiples, très, 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 très insaisissables, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la régénération. On régénère le corps collectif. Cette société a commis ce mode de société, l'ultralibéralisme, l'ultra-individualisme libéral, a commis un crime contre l'humanité épouvantable, épouvantable dans ses effets, c'est de faire croire aux gens qu'en tant qu'individus, ils sont tout-puissants. Voilà. Et qu'à partir de là, on décline toutes les catégories de l'individualisme libéral aujourd'hui, que chacun soit sa petite entreprise, que c'est nous qui devons tout faire. Moi, je deviens fou avec ça. Je vais à la poste hier, j'ai un grand respect, j'étais prof, je suis un fonctionnaire, c'est normal. Je rentre, il n'y avait personne dans le 19e, il y avait une jeune fille qui était derrière le guichet, là où on vient poser, et j'avais préparé mes 3 petits CD livres que j'envoyais à mes colis. Je vais vers cette jeune fille, je lui dis voilà, je voudrais envoyer ces colis. Alors elle me regarde et elle me dit il faut que vous le fassiez sur les automates. Je lui dis mais moi je ne sais pas faire les automates. C'est vrai que très vite je me mets à suer, puis j'ai envie de défoncer ces trucs, quoi. Et elle m'a expliqué, cette jeune fille, elle était très emmerdée, qu'elle ne pouvait pas, il n'y avait personne, qu'elle ne pouvait pas le faire elle, il fallait que ce soit, et alors,
Je suis allé avec l'automate, je suis rentré dans cette espèce de long tango, et vous rentrez ci, vous rentrez ça, et quelle adresse, et vous tapez là, et un truc mais infernal, d'accord. Donc, on est auto-entrepreneurs de nous-mêmes. Voilà, on est tous des petites boutiques, et qu'il faut faire fructifier, parce que c'est le seul mode de réalité effective qui nous reste pour être sur le marché. D'accord. Et ça, c'est meurtrier parce que l'être humain, il est un être, je veux dire, du point de vue, encore une fois, de l'espèce au sens darwinien du terme, il est un être collectif. Collectif. Et alors, je fais simplement allusion dans le livre à ça, parce que je renvoie à des choses, entre autres, aux analyses de Wallon là-dessus. Mais en un mot, je suis assis là, moi. Je suis assis là. Donc mon corps, c'est ça. C'est cet organisme qui est là. Unifié. Je ne suis pas psychotique. Je n'ai pas le bras qui part là-bas. Je ne vois pas ma tête là-bas sous la table. Donc je suis là. Ça, c'est le corps organique. Mais il y a un autre corps qui est un corps... Alors, il y a plusieurs façons de qualifier. Moi, j'aime bien l'idée du corps imaginaire. Ça renvoie aussi à des choses de la psychanalyse, etc. Mais bref, je vois le bleu du ciel là-bas. Ce champ perceptif qui se met en place fait que mon corps, il est jusqu'à là-bas. D'accord ? Il englobe ma perception du bleu du ciel. Mon corps, il englobe, quand je regarde ton regard, il englobe ça. C'est-à-dire que mon corps, c'est quelque chose qui, sans arrêt, déploie des espèces de pseudopodes et qui parcourt en quelque sorte les multiples champs perceptifs dans lesquels on est. C'est bien pour ça qu'on a des états d'ivresse. On se promène, enfin ça dépend des goûts des gens, on se promène dans la forêt, dans la montagne, on est au bord de la mer. Moi j'ai une fascination pour le désert. Alors, dans le désert, alors là oui, dans le désert, comme il n'y a rien en plus qui retient, on part à l'infini. Si on a cette image de ce qu'est le corps des hommes, ça veut dire que nos corps sont constamment mélangés, en prise les uns avec les autres. Le seul mode d'approche à peu près consciente qu'on a de ça, c'est bien évidemment la relation érotique au sens philosophique du terme, la relation qui nous pousse vers l'autre, la filia, l'amour, le désir, où on sent bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous sort de notre corps organique, dans le plaisir. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que cette entreprise qui a commencé au XVIIIe, qui a construit cette idée très particulière de l'individu autonome, l'unique et sa propriété, elle est dingue, elle a rendu les gens fous. Moi, je crois que la dimension la plus toxique de la crise qu'on vit, donc elle est économique, bien sûr, elle est écologique, bien évidemment, mais elle est aussi énormément psychique. Les gens sont atteints dans leur psyché, réellement atteints. Et tous les professionnels qui travaillent dans le secteur de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la petite enfance, expliquent ça. En plus, vous le savez tous, le moment du Covid a fait exploser ce truc-là. Et les jeunes sont particulièrement atteints. Pourquoi ? Parce que c'est précisément ce moment de passage redoutable où on a à construire ce corps qu'on va ensuite mettre dans le monde, qu'on va offrir aux autres, qu'on va engager dans la pratique artistique, professionnelle, sportive. Et à ce moment-là, on est très fragile. On peut craquer. Et donc, en ce sens, c'est effectivement la chose la plus épouvantable qui soit arrivée dans l'histoire de l'humanité. Faire croire qu'on est tout puissant en tant qu'individu. Et ça donne l'avatar de ça magnifique, que moi, je vous assure, je ne fais pas du cinéma, je ne regarde pas d'ailleurs. Parce que quand je regarde ça, au bout de 5 minutes, comme je suis très nerveux et colérique, je suis très émotif, j'ai la gorge, j'ai envie de pleurer. Vous savez, c'est ces émissions dites de télé-réalité. Les Marseillais, je ne sais pas quoi, c'est les Marseillans, je ne sais pas pourquoi d'où c'est venu, les Marseillais, je sais rien. Peut-être qu'ils sont plus qu'à-coups que les autres. Alors vous savez, genre de trucs, des mecs, des femmes, des caricatures de ce qu'est supposé être le corps désirant aujourd'hui, qui sont fermés dans des trucs somptueux et qui font rien. Ils font rien, ils s'embrouillent. Alors Jojo et Josette, ah ben oui, mais Jeannot, lui, rien. C'est vraiment ce qu'un immense philosophe italien, Giorgio Agamben, a appelé la vie nue. Aujourd'hui, on est réduit à la vie nue. C'est-à-dire que toutes les couches culturelles amassées au cours de l'histoire, avec lesquelles on constitue ce corps immense dont je parle pour chacun de nous, ce système les a décapés, les unes après les autres. Et lorsque toutes ces couches culturelles sont décapées, il ne reste plus qu'une chose dans l'être humain, c'est... enfin, je le dis comme ça, mais
je fais de la pub comme ça, il faut lire le livre, parce que je n'ai pas le courage de développer ça maintenant, mais c'est quelque chose, une des plus grandes découvertes peut-être de Freud, très discutée par les psychanalystes même aujourd'hui, et c'est pas un hasard, la pulsion de mort. On est confronté à ce qu'il y a de plus puissant en nous, la pulsion de mort. La culture est faite. Le beau, c'est ce qui nous permet de résister à l'envie essentielle et fondamentale qui est au fond de nous depuis toujours, qui est d'arrêter, de mourir. Et cette envie, bien évidemment, qu'on la monnaie de toutes parts. Allez raconter, moi j'habite dans le 19e, tu vois, raconter aux mecs qui sont là, défoncés par le crack, ils disent, mais arrête, tu vas mourir. Ils en ont rien à branler. C'est précisément ce qu'ils veulent, même s'ils ne se le disent pas comme ça. Le type qui monte à main nue les parois des montagnes, c'est hallucinant. Le type à moto qui fonce comme un dingue, c'est des façons de monnayer parce que cette force, elle est très puissante en nous. Une société, d'un certain point de vue, une culture, une civilisation, elle est faite pour nous aider à contenir cette force démesurée, à en prélever une partie et à l'investir dans des conduites valorisantes. L'art, le sport, tout ce qu'on veut, un théorème de mathématiques, un poème de Rimbaud, un morceau, bon, je suis un fou furieux, mais je suis un ancien de Jimi Hendrix, tout ça. La culture et la civilisation, elle est ce combat permanent en l'être humain, ce qui fait que, donc j'arrête cette séquence-là, je pense que vous êtes tous passés par la classe terminale, vous avez eu un petit cours de philo, premier truc qu'on raconte aux élèves en début d'année, alors Socrate, Athènes, le père de la philosophie, naninana, et en général on parle de ces fameux aphorismes qui datent d'avant Socrate, mais les deux aphorismes qui définissaient ce qu'était la sagesse pour les philosophes grecs. Ce qu'on devait rechercher, philosophie ça veut dire ça, c'est qu'ils recherchent la sagesse. On l'a jamais, mais on doit la rechercher. Eh bien c'était connais-toi toi-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, et deviens ce que tu es. Connais-toi toi-même, ça ne voulait pas du tout dire, ça viendra bien après dans la culture, l'introspection. C'était, qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain ? Qu'est-ce que je suis ? Ça veut dire quoi, être humain ? Parce que les Grecs étaient dans une séquence culturelle, ils sortaient des grandes religions mythologiques où le monde était peuplé de divinités partout, et ils rentraient dans quelque chose de l'ordre de la science, de la rationalité, et ils avaient cette vision de l'être humain qui était suspendue, arrêtée, le milieu, entre le Dieu et la bête. Et en nous, il y avait quelque chose du Dieu, quelque chose de la bête. Plein de héros de la mythologie grecque incarnent ces aspects. Et donc, notre travail, être heureux, c'est quoi ? C'est pas un état, c'est un devenir. Voilà. On devient ce qu'on est, c'est-à-dire... Qu'est-ce que signifie être humain ? Une fois que j'ai compris ce que ça signifie, eh bien, je dois le devenir. Mais on ne l'est jamais. Et non seulement on ne l'est jamais, mais à tout moment, on peut régresser infiniment en arrière, dans la barbarie, dans la sauvagerie, dans quelque chose de cet ordre. L'histoire l'a montré. J'aimerais bien qu'on revienne sur la question de l'énergie, parce que on pourrait peut-être faire une hypothèse peut-être un peu simple, hein, mais qui a justement une immense énergie absolument inemployée, puisqu'on vit dans un monde quand même relativement extrêmement étroit, extrêmement fermé. Ouais. Et est-ce qu'on peut saisir les pratiques émeutières et peut-être aussi parfois la joie que certaines personnes peuvent en éprouver comme un lieu de dépense d'énergie, un lieu de déploiement finalement de cette énergie bien sûr, ouais. C'est, enfin encore une fois, il faut que j'évite trop. Trubert m'a dit, mais ne fais pas trop de références, cite pas trop. Mais c'est l'histoire de la Parmodie, bien sûr qu'il y a ça. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ouais, exactement. On a tout ça, cette espèce de... Il prenait l'image du soleil qui est fantastique, qui envoie dans les espaces intersidéraux des quantités phénoménales d'énergie dont la plus grande part se dissipe dans les espaces infinis. Et puis, le peu qui touche la Terre, c'est la vie. On a quelque chose de ça. On est des espèces de soleil extrêmement dispendieux, mais ce qui fait la valeur de ce qu'on est, ce qui fait que ce qui nous rattache à la vie, ce qui nous retient à la vie, c'est quelque chose de cet ordre. Et c'est effectivement, tu as employé un mot qui pour moi est très important, la joie. Un autre truc, je sais pas, c'était dans le livre dont je parle dès le début, c'est que cette guerre civile dont je parlais tout à l'heure, elle s'est jouée à de multiples niveaux, mais elle s'est jouée aussi à un niveau dont aujourd'hui on paye les conséquences de façon terrible. C'est cette espèce de lutte acharnée, alors qui se situe à un niveau moral, où les oligarchies, les pouvoirs se sont aidés du poids de l'Église, tout ça, qui faisait de l'homme un pécheur, etc., pour
éradiquer, il a fallu des siècles, éradiquer quelque chose qui était propre aux populations, qui était toutes les manifestations de la joie populaire, les émotions. Et d'ailleurs, pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne dit pas émeute, on ne dit pas je sais pas quoi, on dit les émotions populaires. Et donc, quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que dans la vie des petites gens, et plus la vie était difficile matériellement, et plus c'était important, mais la fête, le carnaval, les chants, les charivari, il y avait une quantité encore au haut Moyen-Âge incroyable de fêtes, mais qui occupait la plus grande partie du temps. Les gens chantaient et dansaient pour aller et venir des champs au village, et les grands historiens, surtout anglais de la fin du 19e, qui ont été les témoins du développement du capitalisme, ont montré comment, en l'espace d'un siècle, il y a un rapport qui est fait à un moment donné par un parlementaire anglais qui part dans les campagnes pour décrire l'état du peuple, comment se porte le petit peuple, et il fait un tableau apocalyptique. Il décrit, je donne les termes exacts qu'il emploie dans le livre, mais des gens qui sont devenus amers, tristes, qui ne chantent plus, qui ne rient plus, qui font plus les cons. Ils sont comme ça, voilà. On les a brisés. Et il a fallu un acharnement des classes dominantes, mais incroyable. Incroyable. Et ce travail a été achevé par la bourgeoisie, qui a construit comme ça des espèces de figures qu'on a imposées au peuple. L'honnête travailleur, qui ne boit pas, qui ne va pas au cabaret, qui fait son travail. Et puis, le feignant, le paresseux. Les discours qu'on tient maintenant là-dessus. Mais moi, je suis effaré de voir comment, mais c'est des vieux discours. Mais je t'assure, à quelques mots près, c'est les mêmes discours que les possédants, les classes possédantes, les oligarchies, tiennent sur le petit peuple depuis le début. Depuis le début. C'est-à-dire qu'on a séparé deux types d'humanité. À la fin, il y a la figure du bourgeois qui a la culture, l'élégance, la distinction, la richesse, qui sait se conduire correctement, qui ne cède pas à ses désirs les plus insanes. On fait les maisons closes parce que quand même, il faut bien aller un peu satisfaire la bête. Mais tout, c'est caché. Voilà. Et en face de ça, tu as le prolétaire. Alors, feignant, paresseux, lubrique, qui ne cherche que dès qu'il a sa paye, et hop, vas-y, que je me bourre la gueule, un peu à la Zola. Et ces figures sont très importantes. Et à un moment donné, il a fallu dissocier, et ça s'est fait dans le droit, et ça c'est un des grands trucs que Foucault a montré, dans le droit pénal, il a fallu dissocier cette figure du bon travailleur de l'autre. La canaille, on disait pas la racaille à ce moment-là, la canaille. Thiers, avenue Thiers, enfin voilà, c'est un nom important, grand homme politique du 19e, le massacre de la Commune, a écrit, c'était un historien, grand historien, une somme énorme sur la Révolution française qui est costaud, c'est l'histoire bourgeoise qui est sérieuse, qui est une référence. À un moment donné, il a cette expression, je suis resté sidéré quand j'ai vu ça, parce que c'est un savant, donc il se tient, et puis à un moment donné, cette haine viscérale qui est rien d'autre que l'expression d'une peur totale du bourgeois devant le prolétaire, elle sort comme ça. Et alors, tu sais comment il appelle les sans-culottes, le petit peuple de la Révolution française, les singes lubriques. Les deux termes sont importants. On a les deux trucs. Ce ne sont plus des hommes, ils ont régressé vers une espèce d'infra-animalité. La preuve, ils vivent que pour les choses du corps, voilà. Et puis, lubriques, parce qu'ils sont tenus par ça. La morale, la raison, la scène, c'est valorisé, le contrôle de soi, pas donner libre cours à ses émotions, on va pas pleurer en public. Et ça, c'est rentré dans les faits, c'est vraiment rentré très profondément. Dans les moments d'émeute, ce qui revient, c'est une espèce de nostalgie de cette joie populaire, de ce grand rire, dont l'exemple le plus merveilleux, c'est Rabelais. Rabelais, il passait sa vie dans les marchés, les foires, parce qu'il y avait ces jeux incroyables de langage. Les injures chez Rabelais, mais c'est un délice, c'est de la grande poésie. Regarde, aujourd'hui, il faut pas dire merde, faut être poli. Si tu vas à la télévision et puis que tu te mets à taper ce poing sur la table en disant des injures, c'est fini, tu es disqualifié. On est juste un excité, allez, casse-toi, tu vois. Mais non, au contraire, il y avait ce truc. Cette espèce de déploiement de vitalité qui a été progressivement comprimé, réprimé, pour faire quoi ? Pour prendre les gens et les fixer à leur poste de travail. C'est ce que ces historiens appellent la grande fixation, il a fallu des siècles.
Le dernier avatar de ça en France, c'est les carnets ouvriers. C'est que jusque dans les années 30, dans les filatures et les mines du Nord, restait encore cette pratique du 19e, où l'ouvrier arrivait dans une ville, il devait déclarer son arrivée à la police, il déclarait pour quel patron il travaillait, et pour partir, il fallait qu'il ait l'accord du patron et qu'il fasse viser. Il fallait absolument contrôler les déplacements. Un des trucs les plus séditieux pour l'ordre oligarchique, c'est le mouvement. Le mouvement populaire. Bien évidemment. J'en parle assez longuement, je consacre des petits passages d'un chapitre. La criminalisation du vagabondage, bien sûr. Totalement. Mais même encore maintenant, une des dernières figures qui reste de ça, c'est les manouches, les bohémiens. Mais regarde comme ils sont traités. Et comment même, surtout dans la mentalité populaire, dans les campagnes, oh là 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 là, quand les bohémiens arrivent, alors on sait que c'est vrai ou pas, mais tout de suite il y a cette image. Le vagabondage, et c'est pour ça que je dis, moi, que l'émeute n'est pas forcément violente toujours, qu'il y a d'autres formes de dissidence, le vagabondage en est un. Et parfois d'ailleurs, l'émeute ou plutôt la manifestation sauvage est une forme de vagabondage très momentané. Bien sûr. Dans les rues, c'est assez intéressant de voir que la joie d'ailleurs, elle provient dans le fait de déplacer le texte urbain, de déjouer la mise en carte faite par la préfecture, totalement. Par la police. Quoi. Et c'est ce qui caractérise absolument le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait un article intéressant dans l'IB hier où ils sont allés interroger en province d'anciens Gilets jaunes pour leur demander leur avis sur ces manifestations qui se passaient. Et les gens, avec le temps, il y a une énorme amertume, mais avec le temps, disent vraiment ça. Tu sais que beaucoup... Moi, j'ai passé mon temps, je les ai toutes faites, les manifs Gilets jaunes, et j'ai jamais vu des manifestations où les gens parlaient autant. Ça parlait, sans arrêt, ça parlait. Et ça marchait. Et un truc qui était frappant, c'est que beaucoup, d'un certain point de vue, comment dire, parce que c'était pas que ça, mais ils étaient jamais venus à Paris. Ils connaissaient pas Paris, c'est des gens de la petite province. Et alors, ils avaient les visions à la télé, donc la ville lumière, la capitale, les lieux de pouvoir. Et pour beaucoup, la manifestation était d'abord, et rappelle-toi, ils ont varié sans fin. Les trajets, ils montaient à la basilique là-haut, ils allaient à la Tour Eiffel, ils allaient sur les Champs-Élysées. Les trucs que font les touristes quand ils se baladaient dans Paris. D'accord ? Il y avait cette dimension, effectivement. Oui. Ce que moi j'appelle le réensauvagement urbain, la reforestation imaginaire. Oui, moi j'avais l'impression quand même que dans les Gilets jaunes, une des choses qui m'a marqué, c'est leur volonté absolue de rester dans la rue, jusqu'à d'ailleurs à des heures extrêmement tardives, alors que une grande partie du cortège, et notamment peut-être d'ailleurs des gens très très habitués aux politiques, des activistes, etc., avaient déjà quitté la manifestation, considérant qu'il n'y avait pas de puissance. Et je me demande s'il n'y a pas, dans cet ensauvagement, d'accord, mais il y a aussi un intérêt peut-être plus vital à lutter. Est-ce qu'on ne peut pas l'analyser aussi comme ça sur la croyance ou les croyances que les Gilets jaunes pouvaient avoir sur l'effet même de leur action, quoi. Bien sûr. Ouais. Là, il y a dans les gens qui sont interrogés, beaucoup d'entre eux se sont dit au bout d'un moment, quand le mouvement a démarré, mais sans qu'ils le prévoient ou qu'ils l'organisent, les actions violentes, qu'ils étaient intimement persuadés qu'ils auraient la peau de Macron. Et donc il y avait vraiment quelque chose. Et ce fait de déambuler dans les rues, d'occuper, de rester, correspondait vraiment à quelque chose de la réappropriation de l'espace symbolique. Qui est celui des lieux de pouvoir, des capitales, approcher, ce qui a tellement terrifié le pouvoir, approcher les ministères. Bien sûr. Tentative, évidemment, encore une fois, très très ponctuelle de reposséder ce qui, justement, n'appartient plus à grand monde, c'est-à-dire un espace qui doit simplement circuler, quoi. Alors, c'est intéressant, c'est que là, avec sur les manifestations sur la réforme contre les retraites, on voit une forme beaucoup plus traditionnelle, c'est-à-dire une difficulté à déplacer la marche, justement, vers les zones de pouvoir. Comment tu analyses la forme que ça prend, par exemple, ces dernières semaines, le mouvement Alors, ceci dit, il y a quand même eu, à partir de ces manifestations donc, qui restent dans l'ordre public, finalement, qu'ils respectent, il y a eu toutes ces échappées libres. Rappelle-toi l'histoire de l'opéra, où tous ces petits groupes se répandant dans Paris, qui ont terrorisé d'ailleurs les agents de la force publique, parce que c'était très difficilement contrôlable. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, il faut que ce soit contraint dans le trajet. C'est-à-dire que la dimension symbolique qui est mise en jeu, elle est déjà là. Nation, république, les grands symboles, voilà. Alors qu'il y a tout un imaginaire chez les individus de la réappropriation de l'espace, et je distingue le symbolique et l'imaginaire, tout un imaginaire qui, lui, en tant que tel, est subversif.
Alors, c'est un point que tu abordes dans ton livre, c'est le rapport au pouvoir. Et notamment peut-être ce que les pratiques émeutières disent de ce non-rapport peut-être avec les pouvoirs, ou peut-être un rapport d'incommunicabilité. Tu parles d'un pouvoir autiste. Oui. Parce que, tu sais, on dit toujours que... bon, encore une petite référence, excusez-moi, Fernand Deligny, qui avait fait ces fameuses récupérer les enfants les plus fous des asiles dans les années 60 à Paris, ceux dont plus personne ne voulait, qui étaient tous des autistes graves, schizophrènes, pervers, enfin dans les catégories de l'époque, irrécupérables. Et puis il les avait emmenés avec des volontaires militants dans une partie perdue des Cévennes. Et pendant des dizaines d'années, il a regardé ces enfants. Et il s'est vite aperçu d'un truc assez faramineux, c'est que des enfants qui avaient plus aucun mode de communication, qui était dans les conduites répétitives de balancement, avec des trajets qu'ils essayaient de comprendre. Mais il s'était rendu compte, il a une formule à un moment, et c'est ce qui explique pourquoi je l'utilise comme ça. Il dit en fait, ces enfants, l'enfant qui est là devant moi, il me regarde, mais je ne suis pas là pour lui. J'y suis pas. D'un certain point de vue, c'est comme si je n'étais pas là. D'accord ? Eh bien, ce pouvoir qui est le nôtre, je dis qu'il est autiste parce que ces gens nous regardent, mais ils ne nous voient pas. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire dans l'histoire des Gilets jaunes ? C'est le gilet jaune. Or, quelle est la fonction de cet outil social ? C'est pour signaler sa présence sur les chantiers, dans la rue, etc. Regardez-moi, je suis là. Le pouvoir ne nous voit pas en tant qu'on est des êtres humains. Il nous voit comme des espèces de variables, de grandes masses statistiques, de trucs à gérer, une foule manifestante. Il ne nous voit pas comme individus. Les gens disent encore maintenant que ce qui les a fait bouger, c'était ça. Le fait de se sentir mais totalement ignorés. Ils n'arrêtent pas de répéter, je me rappelle, il y avait des réunions à Montreuil avec des délégués venant d'un peu partout à l'époque des Gilets jaunes, c'était le truc des invisibles. On est des invisibles, d'accord ? Et donc, on a ce rapport tellement particulier, et c'est aussi, d'un certain point de vue, le pouvoir aujourd'hui, et là encore c'est Foucault avec le panopticon, on a un déplacement de la façon que le pouvoir a de nous regarder à travers les machines. La géolocalisation, les drones maintenant. On a ces espèces de yeux, les 1000 yeux de la Gorgone qui de partout, tu vois, sont braqués sur nous. Mais derrière ces machines, d'un certain point de vue, il n'y a pas d'être humain. C'est des fonctions. C'est des pures fonctions qui peuvent être remplies à volonté. Et donc, cette affaire de ce type très particulier de rapport qu'il y a aujourd'hui entre les peuples et les oligarchies, les dominants et les dominés, il a abouti à une situation dont moi je pense, même si je souhaite le contraire, parce que j'ai pas envie, moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, puis pour les gens en général, qu'on aille vers des conflits sociaux extrêmement durs. Les peuples ont toujours payé alors la facture de façon terrible dans l'histoire. Et vu la concentration de moyens de répression, de surveillance que les petites oligarchies ont entre les mains, donc je le souhaite pas, je ne vois pas comment on pourra y échapper. Mais j'espère que quelqu'un va venir et puis va peut-être trouver une solution d'un petit aménagement progressif de tout ça. Tant mieux. Mais sinon, on est dans une situation où on a face à face ça serait comme des galaxies dans l'espace qui gravitent, ignorant l'autre. Voilà. Ça pose une question en fait assez concrète, ce que peut l'émeute, quoi, ou ce qu'elle ne peut pas. Quoi. Je veux dire, dans quelle mesure on peut considérer que les pratiques émeutières, en tout cas les dernières qu'on a vues en France, font reculer le pouvoir, le dépotentialisent a priori pour le moment. Alors, je sais pas, tu te rappelles dans le livre, moi j'ai une façon de répondre à ça qui m'a valu beaucoup de discussions acharnées avec les gens qui s'intéressent à ça, enfin les gens comme vous, c'est que je dis à la fin, quand je dis bon bah alors voilà, j'ai expliqué tout ça, maintenant il faudrait que je fasse des propositions. Moi je dis il faudrait que je fasse un catalogue de mesures militantes, mais je suis incapable, moi. Bien sûr. Moi j'en sais rien ce qu'il faut faire, j'ai aucune idée, et je dis, et si je peux pas le faire, c'est aussi parce que, et alors là moi je crois très profondément à ça, mais c'est quelque chose qui me met sur la crête pour arriver à tenir l'idée, et je dis, alors j'emploie une formule peut-être un peu pipeau, un peu ronflante, mais il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute. On se trompe si on pense que l'émeute a en elle-même une portée révolutionnaire. Elle peut participer à créer les conditions de. Les émeutes de la faim avant 89, les dernières, les grandes manifestations des femmes qui attaquent les spéculateurs, qui cachent la farine dans leurs trucs,
Bien sûr qu'elles ont préparé la Révolution française, mais ce qui va se passer quelques mois après ne découle pas de ça. C'est de toute une série d'autres facteurs qui est sorti. Je crois que l'émeute, c'est pour ça que c'est absurde de dire les Gilets jaunes, ça a été un échec. Ces manifestations, moi je suis très, très pro-syndicaliste, en plus, il y a des femmes qui apparaissent, ça va tout changer à mon avis. Moi j'ai un grand espoir là-dedans. Ces jeunes femmes qui prennent la tête des grandes centrales syndicales, CGT, CFDT, celle qui vient, elle est vraiment bien, Marie-Lise Léon qui va remplacer Berger. Ça va vraiment changer beaucoup de choses, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émeute peut être un facteur d'eux, mais elle ne porte rien. Voilà. Elle ne porte rien. Et donc, on ne peut pas dire, ils ont gagné, ils ont perdu, c'est absurde. Bon, certains diront, oui, ils le disent d'ailleurs, écoutez, nous, on a cassé 3 trucs aux Champs-Élysées et on a eu 16 milliards. Ils disent aux syndicalistes maintenant, vous avez fait 13 manifestations, il y a des centaines, des milliers de journées de grève qui ont été perdues. Vous avez eu quoi? Nib. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien dans les faits. Rien. Simplement que quelque chose d'une boîte de Pandore, le couvercle a été levé, et ce qui est sorti de ça, ça ne va pas rentrer dans le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est pas... L'émeute, elle n'a pas cette dimension-là, elle n'a pas cette fonction-là. Elle a encore une fonction d'autogénération des peuples, qui sont réduits, qui sont contraints dans des situations où, comme je le disais tout à l'heure, ils sont en face de la question de l'espèce en elle-même, comment se perpétuer, comment continuer. Il y a un point qui est d'ailleurs... important, intéressant et d'ailleurs très original, c'est que tu ne traites pas du tout la question de la violence comme moyen pour le politique, c'est-à-dire que systématiquement, en fait, dès lors qu'on pose la question de la violence politique, c'est un moyen pour une fin, pour une visée politique. Tu traites très différemment la question. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment toi tu échappes en fait à cette fameuse... Alors bien sûr qu'il y a des rapports de violence. Si je dis guerre civile, c'est bien qu'il y a violence. Mais que sur le fond, alors moi je distingue, comme je disais tout à l'heure, la violence, ça n'a pas de sens. Le type de violence qui est engagé dans les phénomènes sociaux, comme ça, les rapports de force, les affrontements, il y a une violence, un type de violence qui est celle qui est mise en œuvre dans l'émeute, qui est... alors, je ne vais pas faire la citation d'un autre grand penseur, mais ce qu'il appelait la violence symbolique, la violence fondatrice. D'un certain point de vue, c'est la terreur en 89, qui va déboucher sur rien, qui va déboucher sur l'auto-anéantissement des gens, Robespierre, Saint-Just, etc., mais qui a ouvert quelque chose, qui a refondé d'un certain point de vue le droit. Et donc, la violence engagée dans l'émeute, elle n'est pas du tout... comme on dit de la violence habituellement, ce que tu viens de dire, un moyen pour quelque chose. J'utilise des actes violents pour obtenir ça, je sors mon flingue, je braque la banque pour obtenir de l'argent. Dans l'émeute, la violence, elle est en quelque sorte une fin en soi. Elle est à elle-même sa propre fin, parce que dans l'expression de cette violence agonistique, destructrice, aveugle, eh bien, il y a quelque chose de profondément refondateur qui se met en place. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, dans le rêve de l'émeutier, mais c'est peut-être que le mien, je ne sais pas si les émeutiers, il y a cette idée qu'à un moment donné, la violence dans l'histoire, elle aura fait son travail. Voilà, c'est mon côté angélique, je sais pas quoi, romantique. Elle aura fait son histoire. Et peut-être que des générations viendront après qui regarderont ça avec beaucoup d'étonnement parce qu'elle aura fait ce travail-là. Elle aura permis de liquider cette dimension de brutalité phénoménale qu'ont supposé la domination des ordres établis à travers l'histoire. Phénoménale. Je parle des premières grandes émeutes, les fameuses, la guerre des paysans Allemagne-Alsace au XVe siècle, quand vraiment le pouvoir des princes se sent menacé, ils font alliance, alors que d'habitude ils se faisaient la guerre protestant-catholique. En l'espace d'un mois, ils vont faire, c'est documenté historiquement, c'est pas sur les réseaux sociaux, 100 000 morts. Ils font passer au fil de l'épée hommes, femmes, enfants, paysans, petits peuples des villes. On découpe les corps et on accroche des paquets de viande tout autour des villages qui ont abrité des émeutiers. Une violence, mais absolument inouïe. La violence des pouvoirs, elle a toujours cette dimension de brutalité. Et cette brutalité est tellement forte aujourd'hui qu'elle déborde partout, parce que c'est cette espèce de brutalisation de tout. Des rapports sociaux qui sont durs, tout est nerveux, tendu, et que en face de ça, je dis moi que
le type de violence fondatrice que l'émeute peut opposer à ça, elle peut prendre des formes très, très, très pacifiques. À la fin, mais je cite ça comme ça, j'évoque, mais moi je crois qu'il faut se battre. Et quand je dis il faut, pour se préparer à ce qui viendra, il faut installer une ZAD, que chacun installe une ZAD dans sa tête, une zone émeutière, c'est-à-dire qui nous permette de résister à ce à quoi on est soumis. Cette espèce d'enlaidissement du monde, d'abrutissement des relations humaines. Et puis alors, moi je suis un philosophe, ça fait 50 ans que je suis dans le concept, dans l'idée, mais l'abêtissement, mais sidérant de la pensée officielle, de la pensée qui est celle qui est distribuée, qui relaie les systèmes de domination. C'est inouï, mais ça a été le cas déjà dans l'histoire. Eh bien, en face de ça, on doit pouvoir dans sa tête installer des attitudes, mais très pacifiques. Militer pour la rêverie. Alors le droit à la paresse, le titre a été pris par le beau-frère, le beau-fils de Marx, qui était marié avec sa fille. Le droit à la paresse. Toi, au discours aujourd'hui, tu vas à la télévision, tu dis écoutez, voilà, moi, je propose la paresse, la rêverie, le vagabondage pour rien. Et voire même, je le dis, et c'est une idée, je pourrais presque faire moi un petit bouquin avec ça, je dis que peut-être qu'une de ces conduites qui consiste à tout ralentir, le ralentissement. Qu'une de ces conduites, peut-être aujourd'hui les plus subversives, ça serait de retravailler la capacité des individus et surtout des jeunes gens à l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui a un potentiel subversif inouï. Aujourd'hui, moi je vois mes enfants que j'ai élevés dans les livres, Nina, tout ça, c'est fini. Il n'y a pas une seconde de leur temps qui n'est pas bouffé par les 4 écrans qu'il y a devant eux, voilà. L'ennui, s'asseoir, glander, s'emmerder, et puis laisser partir les choses. Ouais, Paul Valéry disait une phrase de ce type, nous ne savons plus féconder l'ennui. Écoute, je ne savais pas, mais c'est exactement ça. Et alors, tu sais, je cite ce truc, le soir de la Commune, le premier soir, 1870, il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables. Partout dans Paris, où il y avait des groupes de communards qui avaient occupé les... C'est ce qui s'est passé quasiment de façon synchrone. Les types, ils tiraient dans les horloges publiques, il y en avait de partout, parce que les horloges donnaient le temps social, le temps du travail, ils tiraient dans les horloges. Comme une espèce de symbole, on arrêtait le temps. Qu'il fallait arrêter la course folle de cette machine, et alors aujourd'hui, ça a un sens terrible. On est emmené à une vitesse sidérante vers la fin, vers la catastrophe. L'émeute, c'est pas du tout un facteur accélérant, bien que ce soit très rapide et nerveux dans les rues, c'est un truc qui cherche à bloquer, à ralentir. Sabotage. Vous connaissez tous l'origine du beau sabotage, c'était le truc des ouvriers de la soie qui prenaient leurs sabots, en Angleterre, en France, les jetaient dans les machines pour les arrêter. Sabotage, ça venait de là. Et alors, je peux pas m'empêcher une petite anecdote rapide. Dans le livre, je cite à un moment, je suis lyonnais, moi. Et donc, on est très sensible à l'histoire, c'était sanglant aussi, la Commune à Lyon. Et ensuite, la répression a été terrible. Il n'y avait plus aucun moyen pour ceux qui avaient échappé au bagne, à la mort, des ouvriers qui restaient. Ils avaient trouvé un truc qui rendait fou la police et les notables et les bourgeois. Ils se donnaient rendez-vous dans des endroits de Lyon, fréquentés par la bonne société lyonnaise. Ils mettaient leurs plus gros sabots, et sans un mot, mais pas en cortège, chacun de son côté, marchait en traînant les pieds. Ça faisait un vacarme épouvantable, et plus ils allaient doucement, plus ça faisait du bruit, ça rendait les autorités complètement dingues. Eh bien, pour dire que c'est intéressant de remettre les choses dans l'histoire, je lis hier qu'en Angleterre, la première ministre, ultra-conservatrice, a pris toute une série de mesures. Elle anticipe parce que notre inénarrable ministre de l'Intérieur va faire bientôt. Alors elle les a pris des mesures contre le terrorisme écologique. Ils sont le pouvoir anglais rendu fou par Extinction Rebellion. Ouais, ce mouvement qui est né là-bas et qui sont des gens aussi hérités des situationnistes, qui créent des situations jamais violentes, eux, jamais. On voit qu'il peut y avoir un aspect séditieux. Et entre autres, ils ont fait un truc. Alors donc, criminaliser le fait de s'attacher à un arbre, le fait, enfin, tu vois, toute une série de choses. Mais attends, je vous jure que c'est vrai. Elle a pris, il faut que ça soit adopté par le Parlement, un arrêté qui criminalise littéralement le fait de marcher doucement dans la rue. Parce que les types d'Extinction Rebellion, ils vont à des heures de pointe, à des endroits, et pareil, je ne sais pas s'ils se rappellent les canuts de Lyon, mais ils marchent tout doucement. Imagine dans le métro aux heures de pointe,
une trentaine de personnes qui, à Gare du Nord, là, putain, t'as ce mouvement bretonien hallucinant, qui marche tout doucement, mais ça bloque tout. La lenteur, la dimension émeutière de la lenteur, eh ben, ça va être criminalisé. Ça montre bien, parce que le pouvoir ne se trompe jamais. Il réagit toujours le plus violemment avec ce qui le remet effectivement en jeu. Avant de matraquer les gilets jaunes à Paris, on a d'abord démantelé les ronds-points partout. Le pouvoir avait très vite compris que c'était des lieux qui échappaient à sa capacité de territoire, territorialisé, terreur, hein, c'est le même champ sémantique en latin, l'exercice de la violence légitime du pouvoir, et ça leur échappait. Il fallait absolument. Ils ont eu beaucoup plus peur des ronds-points partout, finalement, que des manifs à Paris. Même s'ils ont balisé quand ils s'approchaient des ministères, qui avaient l'hélicoptère qui était prêt à emmener Macron. Finalement, une pratique émeutière, ça serait gêner, avoir cette oui, ça peut être, bien sûr. C'est pas forcément le moment du déchaînement de la violence, c'est beaucoup de choses comme ça, beaucoup. Et je dis qu'il faut s'entraîner à prendre le maquis dans nos têtes. Et alors, puis on terminera là-dessus. Je sais pas si tu as d'autres questions, mais j'y tiens beaucoup. C'est pas, alors là, voilà, comme moi je fais un livre, je dis tout ça, mais finalement, à part ces petites... Mais je vends une petite formule aux gens, enfin je vends symboliquement. Moi, je vois autour de moi des gens comme moi, voilà, de ma génération, gauche, ultra-gauche, tout ce qu'on veut, un télo, et la plupart sont dans un pathos, mais terrible, de désespoir, de pessimisme absolu. On va vers les grandes dystopies, c'est foutu. La Chine, et ça sera rien, avec les trucs qui nous surveillent partout, les robots qui vont être là, tout, c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. C'est terrible ça, c'est terrible. Et donc, bien sûr qu'on est assailli par le pessimisme, et que d'un certain point de vue, dans un premier temps, il faut être pessimiste, c'est-à-dire regarder la saloperie du monde en face. Et alors je suis tombé, il y avait l'exposition sur Bacon, le peintre à Beaubourg, et à la fin il y avait un petit film. Et à un moment, vous voyez la peinture de Bacon, cette espèce de corps avec des couleurs violentes, on dirait toujours des quartiers de viande. Et alors il y a dans l'entretien qui est réalisé, il y a un type très bien, comme ça en anglais, qui parle avec Bacon, dit « Mais enfin, monsieur Bacon, souvent on se demande, mais pourquoi vous peignez autant d'aurore comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ?» Et alors Bacon répond, il dit « Mais c'est pas que je peins des aurores, je peins le monde tel qu'il est. Moi, le peintre, je prétends voir effectivement le monde tel qu'il est. Donc, je suis pessimiste par raison, en quelque sorte. Mais ce pessimisme par raison appelle un optimisme par volonté. Moi, je dis un optimisme nerveux. Il faut être nerveusement optimiste. Il faut résister à tout prix à ça, à ces passions tristes, au renoncement, comme j'aime pas du tout ce chanteur Gainsbourg, mais l'aquabonisme. Putain, si tu vas t'emmerder à manifester, ça va changer quoi, mon gars, hein? Pourquoi tu bouges? Tu vas finir par prendre un coup de matraque sur la tête. C'est pas la peine, c'est foutu. Non, il faut être optimiste, mais presque jusqu'à la niaiserie. Je revendique la niaiserie optimiste. Je suis un gars optimiste. Et être optimiste, c'est sans arrêt voir ce que, sur ce fond de saloperie du monde, dont ce système a gâché le monde, sur ce fond-là, il y a des choses, il y a des bulles partout. Vous savez, comme moi, enfin, ce que vous faites le montre, vous ne parlez que de ça. Partout. Il y a des initiatives, des réflexions, des gens qui pensent. Mais pour le moment, tout est éparpillé. D'accord ? À un moment donné, ça constituera peut-être une espèce de vaste archipel, ou alors une espèce d'île volcanique qui surgira. Moi, je pense ça. Il faut regarder ça. Il faut regarder ce que les gens produisent de ce point de vue de la nécessaire émancipation de l'espèce humaine.